Dans l'histoire de l'humanité, il existe des peuples qui ont disparu. Ils sont nombreux. Les Hittites, qui ont créé un grand empire et ont laissé des archives en écriture cunéiforme, ont disparu. Les Phéniciens, qui ont inventé l'alphabet et ont fondé Carthage, ont disparu. Les Assyriens, qui tenaient tout le Moyen-Orient dans la peur, ont disparu comme peuple avec une identité distincte. Les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Philistins, tous sont mentionnés dans l'Ancien Testament comme des peuples vivants avec des villes, des rois et une histoire. Aujourd'hui, aucun d'entre eux existe. Et le peuple juif existe. Cela constitue déjà un phénomène historique sans équivalent. Mais le phénomène devient encore plus frappant lorsque nous précisons ces paramètres. Les Juifs ne se sont pas simplement maintenus comme groupe ethnique avec une identité diffuse. Ils se sont maintenus comme peuple avec une langue vivante, une tradition vivante, une mémoire vivante et des textes vivants. Durant près de 2000 ans, depuis la destruction du Second Temple en l'année 70 de notre ère, jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, ils n'ont eu ni État, ni territoire, ni armée, ni dirigeants communs. Ils ont vécu dispersés dans des dizaines de pays, sous des gouvernements étrangers, dans des conditions de persécution périodique, d'exil et de destruction. Et ils ont survécu. C'est la première énigme de notre enquête. La seconde énigme est encore plus surprenante. La plupart des réponses à la question « Pourquoi les Juifs ont survécu ?» pointent des facteurs externes, la religion, la famille, la communauté. Mais si on regarde plus profondément, on découvre quelque chose structurel. Les Juifs n'ont pas simplement survécu, ils ont développé un système. Un ensemble complexe de mécanismes, chacun d'entre eux se retrouve isolément chez d'autres peuples, mais dans une telle combinaison et avec une telle intensité, jamais ailleurs. Ce système était partiellement conscient, partiellement spontané, partiellement théologique, partiellement sociologique. Mais c'est précisément lui, et non la chance ou la providence dans une conception simplifiée, qui explique ce que les historiens nomment l'énigme de la survie juive. Dans cette vidéo, nous analyserons ce système par ses composantes. Nous suivrons le chemin depuis la destruction du Temple, traversant la dispersion médiévale jusqu'à l'époque moderne, et à chaque tournant, nous demanderons « Qu'est-ce précisément qui a permis à un peuple sans État de rester un peuple ?» La réponse, comme vous le verrez, est simultanément religieuse, sociologique, intellectuelle et démographique. Et elle dit quelque chose d'important non seulement sur les Juifs, mais sur la nature de l'identité en général. Commençons par la catastrophe, car c'est précisément dans la catastrophe que le système a été créé. L'année 70 de notre ère, Rome est en état de guerre civile, l'année des 4 empereurs. Dans cette confusion, le futur empereur Titus prend Jérusalem après 5 mois de siège. La ville est détruite. Le temple est incendié. Selon le témoignage de Flavius Joseph, historien juif, témoin des événements et clairement un auteur non impartial, des centaines de milliers de personnes ont péri. Encore plusieurs dizaines de milliers sont réduites en esclavage. L'arc de triomphe de Titus à Rome, qui se tient encore aujourd'hui, représente une procession avec les trophées capturés, la menorah, les trompettes, les pains de proposition. Ce sont des objets réels du temple réel, emportés dans le Rome réel. Ce moment marque la fin définitive de l'indépendance politique du peuple juif sur sa terre, jusqu'au XXe siècle. La destruction du temple n'était pas simplement une défaite militaire, c'était une catastrophe théologique. Tout l'ordre religieux du judaïsme était construit autour du temple. Les sacrifices, les rites de purification, les fêtes de pèlerinage, le service du grand prêtre lors de Yom Kippour, le Saint des Saints, où il entrait une fois par année avec le sang du sacrifice pour les péchés du peuple. Tout cela nécessitait le temple. Sans temple, le judaïsme tel qu'il existait avant l'année 70 était impossible. Il semblait que c'était la fin. C'est précisément ainsi que cela fut perçu par beaucoup à cette époque. Mais un homme apparut qui comprit, ce n'est pas la fin, mais la nécessité d'inventer quelque chose de nouveau. Il s'appelait Yohanan ben Zakkai. Selon la tradition,
Yohanan ben Zakkai était un pharisien et le chef d'une école rabbinique à Jérusalem. Au plus fort du siège, lorsque les zélotes contrôlaient la ville et ne permettaient à personne de quitter, il fit quelque chose que la tradition rabbinique a retenu comme un acte de sauvegarde du peuple juif. Il feignit être mort et fut sorti de la ville assiégée dans un cercueil. Se retrouvant devant Titus, il prononça une prédiction sur son futur pouvoir impérial. Titus, satisfait, proposa d'accéder à toute demande, et ben Zakkai ne demanda pas la sauvegarde de la ville, ni la libération des captifs. Il demanda une seule chose: « Donne-moi Yavné et ses sages. » Yavné, une petite ville sur la côte méditerranéenne. Et c'est précisément là que ben Zakkai fonda une académie, un Beit Midrash, maison d'études, qui devint le centre de la vie juive après la catastrophe. Qu'a-t-il fait précisément à Yavné? Il accomplit une des plus grandes révolutions théologiques de l'histoire du monothéisme. Il réforma le judaïsme afin qu'il puisse exister sans temple. Les sacrifices, centre du culte, temple, étaient remplacés par la prière. 3 services de prière quotidienne, Shaharit, Mincha, Ma'ariv, correspondaient au temps des 3 sacrifices quotidiens. La prière devenait le sacrifice des lèvres, remplaçant le sacrifice sanglant. L'étude de la Torah était assimilée à l'exécution des commandements liés au temple. Les bonnes actions, Gemilut Chassadim, devenaient équivalentes aux sacrifices expiatoires. Ce n'était pas simplement une adaptation, c'était une réinterprétation de la nature même des relations entre le juif et Dieu. Si avant Dieu était présent principalement dans le temple, maintenant sa présence, la Shekinah, pouvait être partout où 2 ou 3 étudient la Torah, où une prière est faite, où une bonne action est accomplie. C'est précisément ici que fut posé le premier et principal mécanisme de survie, la portabilité. Le judaïsme devenait une religion non attachée à un lieu. Tout ce qui était nécessaire pour une vie juive complète se trouvait dans un objet, un livre. Plus précisément, dans un corpus de textes qui pouvait être emporté partout. Une synagogue pouvait être construite partout où il y avait 10 juifs. Le minyan, quorum de prière, nécessitait exactement 10 hommes adultes. Un rabbin n'était pas toujours nécessaire. Le temple n'était pas nécessaire du tout. C'était, d'un point de vue pratique, une révolution dans le système de conservation et transmission de la culture. D'autres peuples conservaient leur identité par le territoire, par les institutions étatiques, par les temples et sanctuaires attachés à des lieux spécifiques. Les Juifs commençaient à la conserver par le texte et par la pratique. C'est précisément pourquoi, lorsqu'ils étaient expulsés d'Espagne, ils emportaient la Torah avec eux. Lorsqu'ils étaient brûlés dans l'Allemagne médiévale, les manuscrits, si possible, étaient sauvés avant les personnes. Lorsqu'ils étaient transportés à Auschwitz, certains prenaient des livres de prière, car le livre était le peuple. Mais un livre seul ne suffit pas. Le livre doit être lu et compris. Et c'est précisément ici que nous passons au second mécanisme de survie, non moins important. Avant même la destruction du temple, dans la société juive s'était établi un principe qui n'avait pas d'équivalent dans le monde environnant. L'éducation obligatoire pour tous les garçons. Non seulement pour l'élite, pour tous. Le Talmud attribue le système d'éducation primaire obligatoire et gratuite à Yehoshua ben Gamla, grand prêtre du 1er siècle avant notre ère. Dans chaque ville devait être une école. Les garçons commençaient à apprendre à lire à 5-6 ans. L'objet de l'enseignement, la Torah. En résultat, les communautés juives au Moyen-Âge avaient un niveau d'alphabétisation fondamentalement différent de la population environnante. Au Xe et XIe siècle de notre ère, lorsqu'en Europe 1 sur 100 savait lire, et principalement parmi le clergé, dans les communautés juives, pratiquement tous les hommes et une partie significative des femmes savaient lire. Ceci avait des conséquences fondamentales. L'alphabétisation signifiait la possibilité de lire des documents commerciaux, écrire des lettres, tenir une comptabilité, conclure des contrats. Les Juifs au Moyen-Âge occupaient la niche des intermédiaires commerciaux et financiers, en grande partie précisément parce qu'ils pouvaient travailler avec le texte dans un monde où cette capacité était rare. Mais plus important que les conséquences pratiques, était que l'alphabétisation créait un type particulier de relation avec le texte. Le judaïsme n'était pas seulement une religion d'observance des commandements, il était une religion d'étude.
Torah lishma, Torah pour elle-même. L'étude comme valeur autonome, non seulement comme moyen. Un homme qui travaillait toute la journée physiquement allait à la synagogue le soir, non seulement pour prier, mais pour étudier. L'étude de la Mishnah, l'étude de la Gemara, l'étude de la portion hebdomadaire de la Torah. Ce n'était pas facultatif, c'était la norme. Qu'est-ce que cela créait? Une société où l'intelligence était une valeur. Un lieu où le statut était déterminé non seulement par la richesse ou l'origine, mais aussi par l'érudition. Un lieu où le Gaon, le génie expert de la Torah, pouvait être le plus pauvre de la communauté et bénéficier d'un immense respect. Ce culte de l'érudition créa une réalité démographique particulière que les chercheurs ont observée et décrite. Les Juifs apparaissent disproportionnellement souvent parmi les scientifiques, les acteurs culturels et les professions intellectuelles. Ceci s'explique non par des facteurs biologiques, mais par une culture de 2000 ans où l'éducation des enfants était une obligation religieuse. L'érudition était le principal critère de statut social et où, durant de nombreuses générations, les hommes les plus intelligents et éduqués avaient les meilleures chances d'un bon mariage, ce qui créait une certaine sélection. C'est le troisième mécanisme de survie, une culture de l'intelligence transmise par un système d'éducation obligatoire. Nous avons atteint le milieu de notre enquête et il est temps d'examiner ce qui est peut-être le mécanisme le plus important et le moins évident de la survie juive. C'est la structure de la communauté. Dans toute ville où une famille juive s'établissait, avec le temps apparaissait le Kahal, communauté juive autonome, avec sa synagogue, avec son tribunal religieux, le Beit Din, avec son école, le Heder et la Yeshiva, avec une organisation pour le soin des malades, le Bikur Cholim, avec une organisation pour l'enterrement des morts, le Shevra Kadisha, avec une caisse de secours mutuel, le Gemash. C'était, dans le grand État, un petit État, avec sa juridiction, avec son système de protection sociale, avec son système d'éducation, avec ses normes légales. Les Juifs payaient des taxes à leur État, mais parallèlement soutenaient leur propre infrastructure qui fournissait tout nécessaire pour la vie dans la communauté. Cette structure double, vivre dans deux mondes simultanément, donnait au peuple sans État un équivalent fonctionnel de l'État. Pas la souveraineté, pas l'armée, pas le territoire, mais les fonctions basiques de l'État, justice, éducation, protection sociale, régulation des conflits internes. Par ailleurs, la structure était décentralisée. Il n'y avait pas un organe central de pouvoir pour tout le peuple juif. Il y avait le Gaonat de Babylone, il y avait le Sanhédrin en Palestine, il y avait les académies de Pombédita et Sura ensuite, les académies en Espagne, en France, en Allemagne. Quand une académie était détruite ou expulsée, une autre continuait le travail. Quand un centre se dispersait, un autre s'élevait. C'était, en utilisant un langage moderne, un système distribué, un système qu'on ne peut détruire en frappant un seul nœud. Quand les Juifs étaient expulsés d'Espagne en 1492, c'était la plus grande communauté juive d'Europe, ayant créé une grande culture et un système d'éducation. La destruction de ce centre était une catastrophe. Mais les Juifs d'Espagne se dispersèrent au Maroc, dans l'Empire ottoman, aux Pays-Bas, en Afrique du Nord. Et partout où ils s'établissaient, ils organisèrent de nouvelles communautés. Le centre était détruit, le système continuait à fonctionner. C'est précisément cette qualité structurelle, la résilience décentralisée, qui est un des mécanismes les plus fondamentaux de survie. Mais il y avait encore une fonction de la communauté, souvent omise lorsqu'on parle de ce sujet. C'est la fonction de conservation des réseaux matrimoniaux. Les Juifs se mariaient principalement dans la communauté. Ce n'était pas seulement une exigence religieuse, mais aussi une norme pratique. Les Juifs vivaient dans des conditions où un mariage mixte signifiait soit la conversion à une autre foi et la perte totale de l'identité juive, soit un conflit juridique et social intense, rendant ces mariages extrêmement difficiles. En résultat, les communautés juives durant des siècles restaient des réseaux génétiquement et culturellement liés, dans lesquels l'information, les liens commerciaux, l'assistance mutuelle
et les obligations familiales circulaient avec une intensité inaccessible aux individus dispersés. Un marchand juif de Caïro savait qu'il pouvait faire confiance à un marchand juif de Genève, non seulement parce qu'ils avaient des obligations commerciales, mais parce qu'ils étaient liés par plusieurs degrés de parenté et par une réputation commune, soutenue par la justice rabbinique. Les Guénizas de Caïro, un immense archive de documents juifs médiévaux découvert dans une synagogue de Caïro au XIXe siècle, révèlent une dense réseau commercial de l'Espagne à l'Inde, où les lettres d'affaires se mêlaient aux lettres personnelles et où les marchands juifs de différents pays maintenaient des liens par correspondance, se confiant des sommes considérables et des opérations commerciales complexes. C'était en substance la première réseau commercial international de l'histoire, fondé non sur des traités étatiques, mais sur une confiance culturelle et religieuse. Considérons maintenant un autre mécanisme, moins évident, mais aussi fondamental. C'est un mécanisme que je nommerais ritualisation du temps. Dans la plupart des cultures, le passage du temps est neutre ou tragique. Les jours passent, rien ne revient, tout vieillit et meurt. Dans la conception juive du temps, tout est différent. Le temps est cyclique, non dans le sens pagan du retour éternel, mais dans le sens d'une mémoire renouvelée chaque année. Chaque année, les Juifs revivaient l'exode d'Égypte, à la table du Seder de Pessa, répondant à la question « Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ?» Chaque année, ils revivaient le don de la Torah au Sinaï, à Shavuot. Chaque année, ils revivaient la destruction du Temple, à Tisha B'Av, jour de lamentation où on lit le livre des lamentations. Cela transformait l'histoire en expérience personnelle. Un juif de Varsovie au XVIe siècle, lisant la Haggadah de Pessa, disait « Nous avons été esclaves en Égypte. Non, nos ancêtres ont été, mais nous. » Ce n'était pas une belle métaphore. C'était une stratégie pédagogique consciente. Rendre le passé présent, afin que l'identité ne devienne pas une abstraction. Le cycle annuel des fêtes créait aussi autre chose, un rythme commun de vie pour toutes les communautés juives du monde. Les Juifs en Iran et en Pologne, au Maroc et en Allemagne, tous, la même nuit, s'asseyaient à la table du Seder, lisant la même Haggadah, mangeant les mêmes plats symboliques. C'était une expérience réelle d'unité du peuple par la synchronisation du rite, en l'absence totale de centralisation politique. C'est précisément cela qui constitue un des aspects les plus frappants de la survie juive. Non un État commun, mais un temps commun. Un peuple sans État devenait un peuple avec un calendrier commun. Le Shabbat mérite une discussion séparée. Le jour de repos hebdomadaire, complètement extrait de la routine, devenait un élément structurant de l'identité juive. Le Shabbat, on ne peut travailler, mener des négociations commerciales, voyager sur de longues distances. La famille se réunit autour de la table. On allume les bougies, on chante, on étudie la Torah. Dans les conditions de la diaspora, où le juif travaillait 5 ou 6 jours par semaine dans un environnement totalement non juif, le Shabbat était ce qui le ramenait chez lui. Littéralement, à la maison, à la famille, à la communauté, à l'identité. Plus que les Juifs ont observé le Shabbat a observé les Juifs. Cette déclaration d'Abraham, penseur juif du début du XXe siècle, est devenue une des formulations les plus citées dans la discussion sur la survie juive. Ensemble, le Shabbat, les fêtes, les prières quotidiennes, les rites alimentaires, les rites de la vie de la naissance à la mort, tout cela créait une vie totalement structurée, où chaque moment était saturé de sens et d'appartenance. C'était un système total d'identité, ne laissant aucun espace pour la dissolution dans la culture environnante, non parce qu'il prohibait le contact, mais parce qu'il rendait l'identité juive si concrète et tangible qu'elle était difficile à perdre imperceptiblement. Nous avons examiné plusieurs mécanismes de survie, mais il serait malhonnête de ne pas considérer aussi ce qui leur faisait face, c'est-à-dire les facteurs qui réellement menaçaient la survie et contre lesquels le système fonctionnait. Le premier, la destruction physique. Les croisades, commencées en 1096, ont apporté des pogroms dans les communautés juives rhénanes, à Worms, Mainz, Speyer, bien avant que les croisés atteignent Jérusalem.
La peste noire du XIVe siècle a apporté des accusations de poison des puits et une nouvelle vague de pogroms. Chmielnicki, hetman ukrainien du XVIIe siècle, a exterminé, selon diverses estimations, entre 100 et 300 000 juifs de Pologne et d'Ukraine. Et à la fin, La Shoah, à laquelle nous consacrerons une discussion séparée. Chaque fois, la survie était incomplète. Une partie du peuple périllait. Mais les survivants reconstruisaient les communautés. C'est précisément la décentralisation du système qui rendait cela possible. Le deuxième facteur, l'assimilation. À la destruction physique, dans un certain sens, il était plus facile de faire face qu'à la dissolution culturelle. Car la dissolution se produisait imperceptiblement, pacifiquement, sans violence, par les mariages mixtes, par l'adoption de la langue et des coutumes de la majorité, par l'extinction graduelle de la pratique ritualiste dans la génération suivante. C'est précisément cela qui constitue la principale menace pour l'identité juive aujourd'hui. Non les persécutions, mais la dissolution volontaire dans une société pluraliste. Le haut niveau de mariage mixte dans les pays occidentaux, la diminution de la pratique religieuse, la faiblesse des liens avec la communauté, tout cela pose la question de la résistance des mécanismes de survie dans des conditions où la pression extérieure est remplacée par le confort interne. Mais c'est le sujet d'une enquête séparée. Le troisième facteur, les divisions internes. Au cours de l'histoire, des conflits théologiques et sociaux aigus ont eu lieu au sein du peuple juif. L'opposition des pharisiens et des sadducéens avant la destruction du temple. La polémique avec le christianisme primitif, qui était initialement un mouvement juif. La rupture avec les Samaritains. L'opposition des Gaonim et leurs opposants. Le conflit des Hassidim et des Mitnagdim au XVIIIe siècle. La polémique de la Haskalah avec le judaïsme traditionnel au XIXe. Chacun de ces conflits pouvait potentiellement diviser la communauté en morceaux, comme cela divisait d'autres. Mais dans la plupart des cas, il ne divisait pas. Le mécanisme de maintien de l'unité était la halakha, un corpus de lois obligatoires pour tous, qui, malgré toutes les divergences théologiques, restait une pratique de liaison. Tant que les Juifs de différents camps mangeaient kasher, observaient le Shabbat, priaient dans une même langue, ils restaient partie d'une même communauté malgré les conflits. C'est précisément cela qui est une des inventions les plus intelligentes de la tradition juive. La séparation entre ce qui est obligatoire et ce qui est ouvert à la dispute. La dispute pour le nom du ciel, Ma'aloket Leshem Shamaim, dans la tradition rabbinique, n'est pas une pathologie, mais une norme. Disputer est possible et nécessaire. Mais certaines pratiques sont la base, qui ne sort pas de la communauté, quelle que soit la dispute. Passons maintenant à une autre dimension de ce sujet, qui est extrêmement importante pour comprendre la survie juive. cette dimension démographique. Le peuple juif, durant la plupart de son histoire, restait peu nombreux. À son pic de présence dans le monde hellénistique, environ au 1er siècle de notre ère, les Juifs constituaient environ 10% de la population de l'Empire romain. Cela signifiait entre 7 et 8 millions de personnes selon diverses estimations. Après les guerres du 1er et 2e siècle, après la diaspora et les pertes, la population diminuait. Durant les millénaires suivants, la population juive restait relativement petite. Vers 1800 de notre ère, le monde comptait environ 2,5 millions de Juifs. C'est moins d'1% de l'humanité. C'est précisément avec cette faible population que le niveau d'interaction en réseau que nous avons décrit était possible. Si les Juifs avaient été plusieurs centaines de millions, les communautés ne pouvaient maintenir une telle densité de liens. C'est précisément la petite taille du peuple, dispersé dans de nombreux pays, qui permettait de maintenir la cohésion du système. Mais il y avait une autre particularité démographique. Alors que le christianisme s'engageait activement dans le prosélytisme et grandissait par les conversions d'autres peuples, le judaïsme ne faisait cela. Il ne cherchait pas à grandir par de nouveaux membres. En résultat, le peuple juif restait encore génétique et culturel lié, non dilué par des recrues innombrables avec un bagage culturel différent. Cette qualité jouait un rôle dans la conservation de la densité culturelle. Chaque nouvelle génération naissait déjà dans la communauté, déjà dans la tradition,
déjà dans le système de valeurs. L'inclusion d'adultes de cultures étrangères en masse aurait inévitablement dilué ce système, comme cela diluait les systèmes d'autres religions, acceptant des millions de nouveaux convertis avec des racines culturelles différentes. La petitesse et la fermeture, avec toute leur vulnérabilité évidente, créaient une intensité et une conservation culturelle particulières. Il y a un autre aspect de la survie juive fondamentalement important pour tout canal historique, et c'est la question du rôle des persécutions. C'est un sujet qu'on discute avec prudence, mais ne le discuter serait malhonnête. La thèse paradoxale est ainsi: les persécutions, avec leurs conséquences destructrices évidentes, dans un certain sens historique, ont aussi contribué à la conservation de l'identité. Voici le mécanisme. Dans les sociétés où les Juifs étaient interdits de posséder des terres, d'occuper des fonctions étatiques, d'entrer dans les guildes, ils étaient forcés vers les activités qui étaient ouvertes: commerce, finance, médecine, droit. Précisément, ces professions demandaient mobilité, éducation et liens en réseau. Précisément, elles créaient un haut niveau d'alphabétisation et de culture intellectuelle. Précisément, elles faisaient des Juifs des intermédiaires précieux dans la vie économique des villes. De plus, la menace constante d'expulsion rendait impossible l'investissement d'actifs dans l'immobilier et stimulait l'investissement dans l'éducation des enfants, qui ne peut être confisqué et ne peut être abandonné lors d'une expulsion. C'était un choix forcé pour un capital portable, connaissances, compétences, réseau, au lieu d'un capital stationnaire comme la terre et les bâtiments. Ce n'est pas une romantisation des persécutions, c'est une constatation historique sobre que des conditions extrêmes créent parfois des stratégies d'adaptation qui ne se produisent pas dans des conditions normales. Finalement, et cela peut-être est le plus important, il faut dire que les Juifs eux-mêmes donnaient une réponse théologique à la question de leur survie. Et cette réponse est partie du mécanisme de survie lui-même. Durant des millénaires, les Juifs expliquaient leur survie par l'alliance avec Dieu. Dieu promettait de préserver le peuple et le préserve. La destruction du temple était une punition, mais non une annulation de l'alliance. La diaspora, une mise à l'épreuve, mais non un reniement. Le peuple de l'éternité, Am Olam, ne peut périr tant que sa mission n'est accomplie. Cette conviction théologique rendait la vie dans des conditions insupportables supportables. Elle donnait un sens à la souffrance. Elle donnait une espérance qui ne dépendait pas des circonstances politiques. Dans les moments les plus sombres de l'histoire, précisément cette foi, que le peuple existe pour quelque chose plus grand que son destin actuel, soutenait la volonté de continuer. Ce n'est pas seulement théologie, c'est psychologie de survie. Viktor Frankl, psychiatre survivant d'Auschwitz, écrit dans son livre « L'homme en quête de sens » que ceux qui survivaient étaient surtout ceux qui conservaient un sens à leur existence. Les Juifs portaient ce sens dans leur tradition et le portaient durant des millénaires, bien avant Auschwitz. En concluant cette enquête, essayons de synthétiser ce que nous avons examiné. Le peuple juif a survécu sans État durant près de 2000 ans grâce à un système composé de plusieurs mécanismes qui se renforçaient mutuellement. Premier, la portabilité. Le judaïsme après Yohanan ben Zakkai devenait une religion non attachée à un lieu. Tout nécessaire pour une vie juive complète était placé dans le texte et dans la pratique, non dans le temple ou dans un territoire. Second, l'alphabétisation universelle. L'enseignement obligatoire de tous les garçons créait une société où la connaissance se transmettait continuellement entre générations et créait un avantage compétitif dans un monde où l'alphabétisation était rare. Troisième, la structure de la communauté. Le réseau décentralisé de Kehilot autonomes remplissait les fonctions d'un État, sans souveraineté et armée, mais avec un tribunal, l'éducation et la protection sociale. Quatrième, ritualisation du temps. Le cycle annuel des fêtes, le sabbat hebdomadaire, les prières quotidiennes créaient un système qui transformait la mémoire historique en expérience personnelle et synchronisait la vie des communautés juives à travers le monde, sans centralisation politique. Cinquième, lien en réseau via les alliances matrimoniales. Les réseaux matrimoniaux fermés créaient une densité de capital social qui permettait de maintenir des réseaux commerciaux et informationnels traversant les frontières étatiques. Sixième, sens théologique de l'existence.
La conviction que le peuple existe pour une mission spécifique fournissait une ressource psychologique pour survivre dans des conditions qui, objectivement, auraient dû conduire à la disparition. Aucun de ces mécanismes est unique. L'alphabétisation existait chez d'autres peuples, l'organisation communautaire aussi, l'identité religieuse encore plus. Mais leur combinaison, leur intensité et leur résistance sont uniques. Et c'est précisément dans cette combinaison que réside la réponse à la question que nous avons posée au début. Les peuples ne disparaissent pas par accident et ne survivent pas par accident. Ils disparaissent quand ils perdent les mécanismes de transmission de leur identité. Ils survivent quand ces mécanismes sont suffisamment flexibles pour s'adapter aux conditions changeantes et suffisamment résistants pour ne pas se dissoudre dans elles. Les Juifs ont créé ce système, partiellement consciemment, partiellement sous la pression des circonstances, partiellement comme développement organique d'une tradition déjà existante. Et c'est précisément pourquoi ils répondent à la question que tant de leurs contemporains ont posée pendant 2000 ans. Comment est-ce même possible ? L'arc de Titus à Rome représente la victoire sur le peuple juif. On y voit gravé la menorah du temple. Titus est mort, Rome est tombée. Encore 1000 années ont passé, encore 1000. Et le peuple, représenté sur l'arc comme vaincu, continuait à rassembler ses enfants le sabbat, à lire la même Torah, à célébrer la même Pâque, à prier dans la même langue. Aujourd'hui à Rome, il y a une synagogue, active, avec une communauté vivante. L'arc de Titus se trouve à quelques rues de là. Selon la tradition, les Juifs ne passent jamais sous l'arc de Titus, ils le contournent. Pas parce qu'ils craignent, parce qu'ils se souviennent. Et c'est précisément cette mémoire, vivante, renouvelée chaque année, transportée dans chaque poche et dans chaque cœur, qui est peut-être la meilleure réponse à la question de comment un peuple survit sans État pendant 2000 ans. Mais avant de conclure notre investigation, il convient d'examiner quelques moments historiques qui illustrent le système en action, parce qu'une description abstraite des mécanismes est toujours plus pauvre que des exemples vivants. Premier exemple, la Babylonie du 5e-6e siècle de notre ère. Après la destruction de Jérusalem et la dispersion, une partie du peuple juif se retrouva en Babylonie, sur le territoire de l'Irak moderne, qui était alors sous le contrôle des Parthes puis des Perses sassanides. C'est précisément ici, dans les villes de Néarda, Sura et Pumbedita, que naquirent les grandes académies rabbiniques qui existèrent environ 8 siècles, du 3e au 11e siècle de notre ère. Ces académies produisèrent le Talmud babylonien, le plus autoritaire des 2 Talmuds, qui reste aujourd'hui le document central du judaïsme rabbinique. Ces pages conservent les discussions des rabbins qui vécurent pendant plusieurs siècles. Ce n'est pas un texte monolithique avec une position unique. C'est une conversation polyphonique, où les opinions minoritaires sont conservées à côté des opinions majoritaires, où Beth Shammai dit ainsi et Beth Hillel dit autrement, et les 2 opinions sont conservées parce que les 2 sont les mots du Dieu vivant. Qu'est-ce que cela signifiait en pratique ? Que la tradition juive conservait une diversité intellectuelle interne. Cela empêchait la rigidité, un système capable de s'adapter aux nouvelles questions parce qu'il était habitué à travailler avec le dissentiment comme norme. Les chefs des académies babyloniennes, les Gaonim, les excellents, étaient des autorités reconnues pour tout le monde juif pendant plusieurs siècles. Les communautés d'Espagne, d'Afrique du Nord, de Persie envoyèrent leurs questions, Shélot, et recevaient des réponses, Teshuvot. Ce fut le premier système historique de consultation juridique intercontinentale. C'est précisément ce système de questions et réponses, Shélot ou Teshuvot, qui a survécu jusqu'à aujourd'hui comme mécanisme central d'adaptation de la loi juive aux nouvelles circonstances. Quand une nouvelle question surgit, technologique, médicale, sociale, un rabbin l'examine, s'appuyant sur toute la chaîne des décisions précédentes et rend une nouvelle décision. La tradition vit précisément parce qu'elle a un mécanisme pour répondre aux nouvelles questions sans détruire les anciennes réponses. Second exemple, les Guénizas du Caire, que nous avons déjà mentionnés. En 1896, l'orientaliste écossais Solomon Schechter visita la synagogue ancienne Ben Ezra au Caire et accéda à sa Guéniza, dépôt de documents ayant servi leur temps. Selon la loi juive,
Les documents contenant le nom de Dieu ne peuvent être détruits, ils doivent être enterrés. Ainsi, dans la Génisa, des manuscrits s'accumulèrent pendant des siècles. Schechter découvrit là environ 104 000 fragments. Lettres commerciales, documents juridiques, poésie, traités philosophiques, fragments de Bible, correspondances privées, contrats matrimoniaux. Il couvrait une période approximative du Xe au XIIIe siècle de notre ère. L'étude de ces documents fut un des événements les plus importants de la science historique juive. Ils montrèrent une image détaillée de la vie des marchands juifs du Méditerranée, ceux mêmes qui maintenaient des réseaux commerciaux de l'Espagne jusqu'à l'Inde. De ces documents, on voit, les Juifs de différents pays correspondaient régulièrement. Ils se connaissaient mutuellement, se faisaient confiance pour les finances et les marchandises, recommandaient des partenaires, informaient sur la réputation commerciale des gens, avertissaient des dangers sur les routes. Ce que la Génisa montra encore, c'est combien la vie commerciale était imbriquée avec la vie religieuse. Dans une lettre, un marchand, discutant une opération commerciale, demande des nouvelles de la famille et comment s'est passé Yom Kippour. Dans une autre, il annonce l'arrivée de navires et mentionne aussitôt qu'il a trouvé un professeur pour son fils. Commercial, personnel, religieux, tout cela formait un espace unique, indivisible de la vie juive. C'est précisément dans cette indivisibilité que réside une des réponses à notre question. Quand la religion, la famille, l'économie, l'éducation et la vie sociale forment un système unique, il est impossible de le détruire en frappant une seule partie. Troisième exemple, la Pologne-Lituanie des 15e, 8e siècles. Après l'expulsion des Juifs de l'Europe occidentale, d'Angleterre en 1290, de France en 1394, d'Espagne en 1492, le centre de gravité du monde juif se déplaça vers l'Est, dans l'État polono-lituanien. Au XVIIe siècle, environ 70-80% de tous les Juifs du monde vivaient ici. La couronne polonaise accorda aux Juifs une autonomie significative. En 1581, naquit le Vad Arba Arazot, le Conseil des Quatre Terres, organe de self-gouvernance des Juifs polonais qui traitait des affaires fiscales, résolvait les disputes entre communautés et représentait devant l'autorité royale. C'était essentiellement un État dans l'État, sans souveraineté et sans armée, mais avec une autorité institutionnelle réelle sur ses membres. C'est précisément durant la période polonaise que se développa ce type particulier de vie communautaire juive qui devint l'archétype du judaïsme traditionnel, le shtetl, la petite ville. Une petite ville ou village où les Juifs constituaient une part significative ou la majorité de la population, où la vie était entièrement construite autour de la synagogue, de l'école religieuse et du marché. Ce mode de vie était vulnérable, il était attaché à un lieu spécifique et incroyablement intense en termes de densité culturelle. C'est précisément de la tradition polono-lituanienne que sortirent les plus grandes autorités rabbiniques du Moyen-Âge tardif, le Rama, le Maharachal, le Gaon de Vilna. C'est précisément ici que naquit le mouvement hassidique au XVIIIe siècle, un mouvement religieux populaire qui accentua non l'étude, mais la joie du service divin, la prière avec musique et danse, la proximité au tzaddik, le juste, leader spirituel. Le hassidisme fut une réponse à une situation où l'érudition académique était inaccessible à la majorité et créa un chemin alternatif vers une expérience religieuse intense. C'est encore un exemple d'adaptation du système. Quand un chemin devenait difficile d'accès, un autre surgissait, conservant l'appartenance à la tradition en changeant la forme. Quatrième exemple qu'il faut examiner, c'est la question du rôle de la langue. L'hébreu cessait d'être une langue parlée approximativement depuis le IIe siècle de notre ère. Les Juifs parlèrent araméen, grec, arabe, allemand, russe, selon le pays de résidence. Naquirent le dialecte judéo-allemand, le yiddish, le judéo-espagnol, le ladino, le judéo-arabe, le judéo-arabique. Il semblerait que la perte d'une langue parlée commune aurait détruit l'unité, mais quelque chose de différent se produisit.
L'hébreu survécut comme langue de prière, d'études et de documents officiels. Cela signifiait qu'un juif du Maroc et un juif de Lituanie, ne se comprenant pas dans la conversation quotidienne, pouvaient prier ensemble, lire ensemble la Torah, étudier ensemble un texte talmudique. L'hébreu devint une langue unissant le peuple au-delà des barrières linguistiques. Ce fut un phénomène unique. Aucun autre peuple en diaspora n'avait conservé une langue sacrée servant comme réel instrument de communication entre toutes les communautés. De plus, l'étude de l'hébreu elle-même était partie de l'éducation religieuse. Donc chaque juif lettré avait accès au corpus de textes écrits dans cette langue pendant 3000 ans. C'était une continuité que ne donnait aucun changement linguistique vivant. Un juif du XVe siècle pouvait lire des textes du Xe siècle avant notre ère, non en traduction, mais en original. Cela créait un lien spécial avec le passé, difficile à surévaluer. C'est précisément pourquoi la renaissance de l'hébreu comme langue parlée vivante à la fin du XIXe, début du XXe siècle, par les efforts d'Eliezer Ben Yehuda et du mouvement sioniste, ne fut pas une opération artificielle. C'était un retour à une langue qui n'avait jamais vraiment mouru, simplement réservée pour le sacré. Examinons maintenant une question qui est particulièrement intéressante pour un canal sur le texte sacré. C'est la question de comment le narratif biblique lui-même fonctionna comme mécanisme de survie. La Torah contient une prophétie directe sur la dispersion, dans le chapitre 28 du Deutéronome et le chapitre 26 du Lévitique. Si le peuple dévie de Dieu, des conséquences spécifiques suivent. Destruction du pays, destruction du temple, dispersion à travers le monde. Ces textes sont écrits longtemps avant que la dispersion se produise. Au moins, telle est la datation traditionnelle. Quand la dispersion se produisit finalement, les Juifs l'interprétèrent précisément à travers le prisme de ces textes. Ce ne fut pas un coup du sort aveugle, ce fut une conséquence prédite, inscrite dans l'Alliance. Et si c'est parti de l'Alliance, alors le retour aussi est parti de l'Alliance. Et le Seigneur, ton Dieu, ramènera tes captifs et sera miséricordieux sur toi, et te rassemblera encore de tous les peuples parmi lesquels le Seigneur, ton Dieu, te dispersa. Deutéronome chapitre 30. Ce narratif donna une structure à la souffrance. La dispersion ne fut pas la fin de l'histoire, mais un des chapitres, après lequel suit un autre. C'est précisément pourquoi chaque Seder de Pâques finit avec les mots « l'année prochaine » à Jérusalem. Non comme un souhait touristique, mais comme une affirmation théologique. L'histoire n'est pas finie, nous sommes en chemin. Cette compréhension narrative de sa propre histoire comme non finie et se dirigeant vers un but spécifique donna une ressource psychologique difficile à surévaluer. Le peuple savait où il se dirigeait, ou au moins croyait savoir. Et la foi dans la direction du mouvement est un des facteurs les plus puissants de survie. C'est précisément à cela que sont consacrés de nombreux travaux des chercheurs de l'histoire juive. L'historien Simon Ravrin-Baron, l'un des plus grands historiens du judaïsme du XXe siècle, écrivait qu'aucun autre peuple n'avait eu un récit aussi stable de son histoire comme étant orienté vers un but précis, et que cette compréhension téléologique de soi-même est l'une des clés pour expliquer la survie exceptionnelle. Ce n'est pas un argument théologique, c'est un constat historique et psychologique. Que le récit soit vrai ou non dans un sens métaphysique, il a fonctionné comme un puissant instrument d'autoconservation. Il convient maintenant d'examiner l'une des questions les plus aiguës et les plus honnêtes dans le cadre de notre sujet. Elle se formule ainsi. Si les Juifs ont créé un tel système remarquable de survie, pourquoi des millions sont-ils morts malgré tout? Pourquoi le système n'a-t-il pas empêché la Shoah? Cette question mérite une réponse directe et non une esquive. Le système de survie juive était un système d'adaptation à la situation de diaspora, c'est-à-dire à une situation où les Juifs vivaient parmi d'autres peuples sous une autorité politique étrangère, étaient vulnérables mais préservaient leur identité. Ce système fonctionnait parfaitement contre l'assimilation culturelle, contre l'extinction spirituelle, contre la perte d'identité après quelques générations.
Mais il n'était pas un système de protection contre une destruction étatique industrielle. La Shoah fut un phénomène qualitativement nouveau dans l'histoire des persécutions. Non pas parce qu'il y eut plus de violence, bien que l'échelle fût sans précédent, mais parce qu'elle utilisa l'appareil étatique avec ses documents d'identité, ses chemins de fer, sa bureaucratie et sa systématique. Contre cet appareil, le système communautaire d'auto-organisation, efficace contre les pogroms sporadiques et les expulsions, n'offrait aucune protection. C'est précisément la prise de conscience de cela qui constitue l'un des principaux arguments de ceux qui ont construit l'État d'Israël. Ils disaient « Le système de la diaspora a échoué, non pas parce qu'il était mauvais, il a échoué parce qu'il a été confronté à une menace pour laquelle il n'avait pas été conçu. Il faut un autre système, avec une armée, un territoire, une souveraineté. » Cette distinction est d'une importance fondamentale pour notre enquête. En décrivant les mécanismes de survie, nous devons aussi en indiquer honnêtement les limites. Cependant, il faut aussi noter autre chose. Ce sont précisément les communautés qui avaient conservé la plus grande densité culturelle et la plus grande résilience de la tradition. Ce sont souvent elles qui ont démontré la plus grande résistance psychologique face à l'anéantissement. Les communautés juives créaient des journaux, des écoles et des théâtres dans les ghettos. Les rabbins continuaient à donner des réponses théologiques sur la manière d'observer la Torah dans les conditions des camps nazis, et les gens venaient à ces conférences. Cela ne signifiait pas une victoire sur la destruction physique, mais cela signifiait la préservation de la dignité humaine dans ces conditions. Viktor Frankl, dont nous avons déjà parlé, décrivait des détenus qui donnaient leur dernière miette de nourriture à d'autres. Il disait que dans de telles personnes, il voyait la confirmation que l'homme conserve toujours une liberté, la liberté de choisir son attitude face à ce qui lui arrive. Ce n'est pas seulement un fait psychologique, c'était la réalisation de cette position théologique même que le judaïsme a forgée pendant des millénaires. L'homme est responsable de ses actes indépendamment des circonstances extérieures. Examinons maintenant la dernière et peut-être la plus contemporaine des questions dans le cadre de notre sujet. Qu'advient-il du système de survie juive aujourd'hui? Aujourd'hui, la majorité des Juifs du monde vivent soit dans l'État d'Israël, qui pour la première fois en 2000 ans assure la souveraineté et une armée, soit dans des démocraties occidentales avec un haut niveau de tolérance et d'égalité des droits. Cela signifie que la pression extérieure, qui historiquement faisait fonctionner le système à plein régime, s'est considérablement réduite. Les Juifs peuvent désormais se marier avec des non-Juifs, et beaucoup le font. Ils peuvent cesser d'observer le Shabbat, et beaucoup le font. Ils peuvent ne pas donner d'éducation juive à leurs enfants, et certains agissent ainsi. Dans les pays occidentaux, le taux de mariage mixte dans les communautés juives libérales atteint 50 à 70%. Cela signifie que les enfants de ces mariages grandissent souvent avec une identité juive floue ou absente. Ce n'est pas une menace d'anéantissement physique, c'est une menace de dissolution volontaire. Certains démographes affirment que c'est elle qui constitue la menace à long terme la plus sérieuse pour l'identité juive de la diaspora, plus que toute persécution. Les communautés orthodoxes, qui préservent strictement tous les éléments du système, réseaux matrimoniaux fermés, éducation intensive, rituels complets, sont en croissance. Les communautés libérales, assimilées, diminuent. Cela crée un paradoxe. Ce sont précisément ceux qui préservent le plus strictement les mécanismes créés pour survivre dans des conditions de persécution qui survivent le mieux dans des conditions de liberté. Cela en soi dit quelque chose d'important sur la nature de l'identité. Une identité qui se définit uniquement de manière négative, nous sommes ceux que l'on persécute, est instable dans des conditions où la persécution cesse. Une identité qui a un contenu positif, une pratique vivante, un apprentissage vivant, une communauté vivante, est résiliente indépendamment des conditions extérieures. C'est peut-être là la conclusion la plus importante de notre enquête, pour quiconque pense non seulement à l'histoire, mais aussi à l'avenir. L'arc de Titus est debout, les Juifs sont debout à côté et le contournent. 2000 ans, un peuple, une mémoire, une question, comment? La réponse n'est pas unique, la réponse est un système.
le texte que tu as toujours avec toi. Le Shabbat qui chaque semaine te ramène à la maison. Les fêtes qui font de l'histoire une expérience personnelle. Les communautés qui se reconstruisent partout où arrive au moins une dizaine de personnes. L'étude qui est un devoir et non un privilège. Le sens qui rend la souffrance supportable. Et la foi que l'histoire n'est pas terminée. C'est un système qu'aucun individu n'a inventé. Il s'est créé au fil des millénaires, en réponse à des défis concrets, à travers des décisions concrètes de personnes concrètes, à travers des discussions théologiques et des adaptations pratiques. Et c'est précisément pourquoi il est peut-être l'exemple le plus frappant de survie d'une identité dans l'histoire humaine. Non pas parce que les Juifs sont spéciaux dans un sens mystique, mais parce qu'ils ont construit un système suffisamment résilient et suffisamment flexible pour traverser tout ce qu'ils ont dû traverser. La question de savoir si ce système continuera à fonctionner dans de nouvelles conditions reste ouverte. L'histoire ne donne pas de garantie, elle ne donne que des leçons. Et cette leçon est l'une des plus importantes qu'elle ait jamais enseignée. Avant de conclure, il faut dire un mot d'une autre dimension de ce sujet, ce qu'on appelle habituellement la contribution du peuple juif à la civilisation. C'est un thème souvent soit exagéré dans un esprit apologétique, soit passé sous silence par fausse modestie. Mais dans le contexte de notre enquête, il est fondamental, car cette contribution est l'un des témoignages de la manière dont le système a fonctionné. Un peuple représentant moins d'1% de l'humanité, pendant 3 siècles, de la fin du 19e à la fin du 20e siècle, a reçu environ 20% de tous les prix Nobel. C'est une proportion statistiquement impossible qui exige une explication. L'explication que nous avons examinée dans cette vidéo est suffisante. Une tradition de 2000 ans d'éducation obligatoire pour tous les enfants. Une culture où les réalisations intellectuelles étaient le principal critère de statut social. Une structure démographique où les plus éduqués avaient les meilleures chances de faire un bon mariage. Une spécialisation professionnelle dans des niches exigeant éducation et travail intellectuel, médecine, droit, finance, commerce, imposée en partie par la contrainte de la majorité qui excluait les Juifs de l'agriculture et de l'artisanat. Cela ne signifie pas que les Juifs sont plus intelligents que les autres peuples par nature. Cela signifie qu'ils ont créé une culture où certaines aptitudes se sont développées intensément pendant de nombreuses générations, et que cette culture, comme tout système bien construit, a continué à donner des résultats même lorsque ses fondements religieux se sont partiellement affaiblis. Marx, Freud, Einstein, 3 hommes qui ont changé la manière dont le XXe siècle pensait le monde, la société et la psyché humaine, sont tous issus de familles juives. Tous les 3 étaient non religieux ou anti-religieux, mais tous les 3 ont reçu une éducation dans une tradition qui valorisait la pensée critique, le questionnement et l'analyse systémique, comme des vertus religieuses. C'est l'une des caractéristiques les plus frappantes du système. Il a continué à porter des fruits intellectuels, même chez ceux qui l'avaient formellement rejeté. Parce que les schémas culturels sont plus profonds que les convictions religieuses. C'est précisément cela qui répond à la question de savoir comment un peuple sans État n'a pas seulement survécu, mais a continué pendant 2000 ans à apporter une contribution disproportionnée à la vie intellectuelle et culturelle de l'humanité. Ce n'est pas un miracle dans un sens transcendant, bien que d'un point de vue théologique, on puisse l'appeler ainsi. C'est le résultat d'un système cohérent, intelligent et résilient, créé par des hommes en réponse à des circonstances historiques. Et c'est précisément pourquoi l'histoire de la survie juive n'est pas seulement une histoire juive. C'est une histoire de ce qui fait d'un peuple un peuple, de ce qui permet à une identité de survivre aux États, aux empires et aux catastrophes, de ce qui constitue le véritable actif immatériel d'une civilisation, ce qui ne peut être confisqué, brûlé ou noyé. Yohanan ben Zakkai a demandé à Titus Yavne. Il aurait pu demander n'importe quoi. Il a demandé un lieu où l'on peut étudier. À 2 millénaires de distance, cela semble le choix le plus sage de tous.